Bonjour à toutes et à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché des crypto-monnaies dévisse sévèrement depuis 48 heures. Bitcoin est passé de 108 000 $ et a atteint les 93 000 $. Et si Bitcoin enregistre une perte d'à peu près 15%, qui commence à l'heure où je vous parle à se résorber, les altcoins ont subi une baisse encore plus violente. Les altcoins sont moins liquides naturellement, certains d'entre eux résistent un peu mieux que d'autres, mais la baisse enregistrée a été de 15% et pour certains d'entre eux jusqu'à 40%. Les ETF spot américains ont enregistré un record de volume sortant, 700 millions de $ sur 24 heures, et il y a eu des liquidation en cascade, 1 milliard de dollars de liquidation hier, et approximativement 700 millions déjà aujourd'hui. Et là, on commence à voir de tout, très rapidement sur les réseaux. Est-ce que c'est la fin du bull run? Pourquoi est-ce que ça baisse? Est-ce que cette baisse est justifiée? Et globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite? Je vais essayer de vous répondre le plus succinctement possible dans cette vidéo. Alors, pourquoi est-ce que ça baisse? Il n'y a pas de magie, de toute façon. Une baisse, c'est une pression vendeuse supérieure à une pression acheteuse, mais il y a 2-3 actualités suffisamment importantes qui est venue affecter l'euphorie et la confiance qu'avait l'ensemble du marché et la plupart des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Principalement l'annonce du Salvador. Le Salvador est un pays qui a acheté beaucoup de Bitcoin et également qui a fait de Bitcoin sa monnaie nationale en 2021. Son président Nayib Bukele échangeait avec le FMI, le Fonds monétaire international, dont le travail est de soutenir et également d'aider et de financer certains pays en difficulté ou en développement. En l'occurrence, un prêt d'1,3 milliard de dollars a été gelé par le FMI et devait être en faveur du Salvador parce qu'ils estimaient qu'en investissant massivement sur le Bitcoin, les finances du pays pouvaient être à risque. Et donc en 2024, 40 mois après, il y a quelques jours, le Fonds monétaire international et le Salvador sont parvenus à un accord. Cet accord stipulait qu'en rendant une politique sur le Bitcoin beaucoup plus souple, même s'il laissait Bitcoin comme une monnaie légale, il devait également retirer l'obligation des commerçants d'accepter le Bitcoin, ce qui n'était pas en théorie pleinement appliqué, dans le sens où beaucoup de commerçants au Salvador n'étaient pas équipés pour l'accepter, et en faisant quelques autres ajustements, le Fonds monétaire international reconnaissait le fait que Bitcoin n'avait pas fragilisé les finances du pays et acceptait d'octroyer un prêt supplémentaire de non pas 1,3 mais bel et bien 3,4 milliards de dollars au total. Et évidemment, il y a également certaines obligations pour le Salvador de restreindre l'investissement massif qu'il y a dans Bitcoin. Ce qui peut se comprendre car le Fonds monétaire international n'est pas là pour faire un prêt au Salvador pour que le Salvador puisse investir massivement dans Bitcoin. Malgré tout, le président du Salvador, Nayib Bukele, dès le lendemain de cet accord, a pris la parole pour préciser qu'il restait totalement favorable au Bitcoin et qu'ils allaient également continuer leur DCA, c'est-à-dire à acheter tous les jours du Bitcoin pour le rajouter à leur portefeuille. Pour beaucoup, c'est vu comme une défaite. Le Salvador, qui était le premier pays au monde à faire de Bitcoin une monnaie légale, vient de faire un pas en arrière vis-à-vis de cet actif. La réalité, c'est que ce prêt va probablement aider grandement le développement du pays et que le pays a renouvelé son amour pour cet actif qu'est le Bitcoin, même si en effet il y a eu un certain assouplissement de leur politique vis-à-vis de cet actif. Même si Bukele reste pragmatique, il se doit évidemment de penser avant tout à ses citoyens et quand on prend un petit peu du recul, c'est plutôt normal que le Fonds monétaire international limite la capacité du pays à acheter du Bitcoin, d'autant plus si c'est avec l'argent qu'il vient à peine de leur prêter. Quoi qu'il en soit, c'est un message qui est mal perçu par les investisseurs et qui pourrait freiner d'autres pays qui décidaient ou qui seraient en réflexion pour faire de Bitcoin une monnaie légale. Et je dois vous avouer que beaucoup d'acteurs, et c'est également ce que j'attendais, auraient voulu voir d'autres pays qui pourraient potentiellement prendre cette direction. Le message est donc très clair, si un pays veut faire de Bitcoin sa monnaie légale, il pourrait avoir des problèmes et obtenir moins de soutien du Fonds monétaire international. À partir de là, et même si ce ne sera pas définitif, et si c'est pas impossible pour d'autres pays de prendre cette démarche, on risque d'en avoir beaucoup moins, ou en tout cas, pas pour tout de suite. Le deuxième point qui est venu inquiéter un peu les investisseurs, c'est un point de la Fed, de Jerome Powell, qui a pris la parole et qui, quelques semaines après avoir dit que Bitcoin était une sorte d'or numérique, explique que légalement, la Fed ne peut pas mettre du Bitcoin dans ses réserves. Alors ça, c'est quelque chose de très attendu également, parce que bien que ça s'articule autour du discours de Donald Trump, la réserve fédérale qui commence à acheter du Bitcoin dans les réserves du pays, ça va donner des idées au monde entier. Surtout que là, on parle des États-Unis, autant vous dire que s'ils commencent à constituer des réserves sur le Bitcoin, il y a énormément d'autres pays qui, à leur échelle, vont massivement s'inspirer de cette idée et le faire. D'ailleurs, il y a des discussions qui ont commencé à apparaître dans tous les pays du monde et à l'échelle politique pour également proposer des idées similaires. Quoi qu'il en soit, quand Jerome Powell, à la tête de la Fed, a pris la parole pour expliquer qu'il n'était légalement pas possible aujourd'hui, de par les textes de loi, de prendre du Bitcoin et d'en mettre dans la réserve, c'est naturellement mal interprété par le marché, qui aurait voulu avoir cette actualité le plus vite possible. Il faut malgré tout garder deux choses en tête. Premièrement, ça pourrait être le département du Trésor américain qui achète du Bitcoin pour en détenir, et pas forcément la Fed. À ce moment-là, la position de Jerome Powell n'aurait pas vraiment d'impact sur cette décision et cette volonté de le faire. La deuxième chose, c'est que comme tout texte de loi, ils peuvent évoluer dans le temps. Un truc est certain, et c'est un message qui a été perçu par le marché, c'est pas une décision qui sera prise à la légère.
Je vous rappelle quand même que les États-Unis protègent le dollar américain, ce qui semble plutôt logique. Et pour le coup, si le monde entier commence à se tourner vers Bitcoin, que certains pays veulent en faire une monnaie légale et que tout le monde en veut dans sa réserve, bien que ça ne vienne pas forcément concurrencer directement le dollar, mais certains actifs, comme pourquoi pas l'or, c'est une décision d'ampleur qui ne sera pas prise à la va-vite. Et donc, si certains s'attendaient à le voir au début de l'année 2025, il semblerait qu'il faille patienter encore un peu, une seconde fois, pour potentiellement voir des pays faire de Bitcoin une réserve stratégique. Encore une fois, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est venu calmer tout de suite les ardeurs du marché. Pour terminer, les taux d'intérêt. Bien que ça n'ait rien à voir avec Bitcoin, le 17 décembre, Jérôme Powell, encore une fois, a pris la parole pour expliquer très simplement, alors que tout le monde s'attendait à ce que les taux d'intérêt directeurs baissent, et donc les investisseurs commençaient à réinvestir leur liquidité et à reprendre plus de risques sur les marchés financiers, notamment sur les actifs à risque, comme Bitcoin, qui pouvaient prendre beaucoup de valeur rapidement, et bien pour plein de raisons, notamment pour les chiffres du marché du travail ou encore une inflation persistante, la Fed a décidé pour l'instant de ralentir la réduction de ses taux d'intérêt directeurs. Naturellement, comme la baisse des taux d'intérêt directeurs avait commencé à pousser la liquidité qui recommençait à partir sur les marchés financiers, ainsi que la liquidité des Money Management Funds, qui commençait de nouveau à affluer vers les marchés et vers les actifs à risque, ça vient retarder cette échéance et donc potentiellement retarder un peu la liquidité qui aurait pu finir sur Bitcoin. Pour le coup, ça concerne l'ensemble des marchés et ça a affecté plutôt négativement le marché américain comme le Bitcoin et d'autres actifs perçus comme à risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive également dans une dynamique où, depuis plusieurs mois, tout est dans le vert. Bitcoin était à moins de 70 000 $ il y a moins de 60 jours. Il faut vraiment le comprendre parce que c'est simplement qu'on était record après record, ATH après ATH, dans des zones de découverte où il n'y avait plus de repères, où Bitcoin passait de nouvelles frontières de prix, où seul le ciel était la limite. Dans ce genre de conditions, beaucoup d'investisseurs réalisent du profit et certains en enregistrent. C'est important qu'il y ait des retracements, c'est important qu'il y ait des corrections, et d'ailleurs, même en tant qu'investisseur qui désirerait avoir une hausse durable, il est important qu'il y ait ces phases de respiration pour construire un cours durable. On parle des fois de bulles spéculatives quand les cours s'envolent, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les crypto-monnaies. Si je n'aime pas cette expression, parce qu'une bulle donne l'impression que quand elle va éclater, il n'y aura rien derrière, et on sait très bien que sur les crypto-monnaies, ce n'est pas le cas technologiquement, la réalité, c'est qu'il y a des phases où on rentre dans des bulles spéculatives au niveau du prix, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est l'euphorie, où tout le monde veut rentrer, et où la hausse est si phénoménale qu'elle se doit naturellement à un moment ou à un autre de redevenir beaucoup plus rationnelle, et donc il y a une baisse fulgurante. Très simplement, il n'y a pas de hausse fulgurante s'il n'y a pas de corrections qui elles aussi vont avoir beaucoup d'amplitude. Ce que je veux vous dire par là, c'est que 30% de correction sur la plupart des crypto-monnaies ou 10-15 sur Bitcoin, ce n'est pas grand-chose si on compare aux hausses qu'on a eues dans les précédents mois. Et donc non seulement il ne faut pas être surpris, mais surtout il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il n'y en ait plus. C'est normal qu'il y ait des mouvements de cette amplitude sur un marché aussi volatile que celui des crypto-monnaies. Et il faut l'avoir en tête, surtout quand on a l'impression que ça ne fait que monter. Comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. À un moment ou à un autre, si on veut être prêt à saisir du profit, il faut savoir que ça peut aller dans les deux sens. Je vous mets beaucoup de chiffres en description pour documenter les différentes choses que je vous ai données, que ce soit les taux d'intérêt, la position du Salvador, ou encore la position de la Fed, et même l'évolution des taux d'intérêt directeurs. Ce que je veux vous dire par là, c'est que, au-delà de ces différentes actualités qui sont venues précipiter ce mouvement, c'est normal qu'il y ait des prises de profit. Surtout quand on le sait. Le marché s'est institutionnalisé. Il y a des professionnels de la finance qui sont maintenant détenteurs de crypto-monnaies, notamment à travers les ETF, et qui vont prendre rationnellement des profits. Si dans le marché des crypto-monnaies, pendant le bull run, Noël est souvent dans le vert, dans le marché de la finance traditionnelle, un peu avant les fêtes de Noël, il y a des prises de profit. Et donc naturellement, des investisseurs qui sont satisfaits de leur performance et qui vendent pour s'éloigner un petit peu des marchés pendant quelques semaines avant de revenir en janvier. Quand on regarde certaines analyses on-chain, on voit également que les holders long terme, ceux qui détiennent des crypto-monnaies sur 12, 24, 36 mois, ont un petit peu réduit. C'est-à-dire que sur 15 milliards de dollars de holders long terme, la position s'est réduite à 13 milliards. Certaines personnes enregistrent naturellement des premiers profits ou des premières tranches sur les profits qu'ils ont pu enregistrer sur les bitcoins qu'ils détenaient depuis longtemps. Cette pression vendeuse vient secouer les marchés, et quand Bitcoin prend un coup, vous le savez, tous les autres altcoins, Ether et les autres crypto-monnaies, qui eux sont moins liquides, subissent naturellement, parce qu'il y a moins d'acheteurs, une baisse avec plus d'amplitude. Faites d'ailleurs très attention. Si je recommande à ceux qui ont été capables de prendre des profits dans les moments hauts, de renforcer leur position à des points stratégiques, je déconseille formellement, encore plus quand vous êtes débutant, d'essayer de rattraper, comme on dit dans le monde de la finance, les couteaux qui tombent. C'est-à-dire que quand il y a de grosses chandelles rouges, que c'est virulent et que sur quelques heures les marchés peuvent se retourner, évitez d'essayer de saisir un point plus bas, déjà parce qu'il peut toujours y avoir un point plus bas, et ensuite parce que c'est souvent là qu'on fait des bêtises. Il faut regarder des points d'intérêt et essayer d'aller chercher des valeurs qui vous intéressent ou des prix d'entrée que vous trouvez intéressants dans votre stratégie. N'essayez pas de vous positionner rapidement dans la panique simplement parce que vous voyez une grosse chandelle rouge. C'est souvent là qu'on enregistre des pertes qu'on aura beaucoup de mal à effacer de son portefeuille. Et pour ceux qui pensent que cette baisse est particulièrement violente, Bitcoin est passé de 108 000 $ à 92 000, un petit peu plus. Rappelons-nous qu'il était à 40 000 $ en janvier. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui,
ça peut être pire. Et oui, Bitcoin peut aller chercher encore plus bas. La valeur qui accorde l'intérêt de beaucoup d'analystes à l'heure où je vous parle, c'est plutôt les 92 000 $. Et c'est vrai que si Bitcoin descend durablement en dessous, on pourrait aller revisiter d'autres valeurs comme les 70 000 $, par exemple. Et autant vous dire que si on redescend à 70 000 $, il y aura également de grosses pertes sur les altcoins. Alors maintenant, la question, est-ce que c'est la fin du bull run? La réponse, c'est que j'ai évidemment pas de boule de cristal. Et personnellement, ma conviction, c'est que ce n'est pas le cas. Tout ce que je sais, c'est que c'est mon 3e cycle de ce genre, en tout cas c'est mon 3e mouvement haussier virulent et plutôt durable, et jusqu'à présent je n'en ai pas connu un seul sans qu'il y ait de violentes corrections. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, on avait tapé un nouveau record de Bitcoin, et il avait perdu ensuite plus de 50% de sa valeur en quelques semaines. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une correction qu'on va reprendre de la valeur tout de suite après. Mais je ne suis absolument pas surpris d'une baisse de 15, 20 ou même 30% sur le cours des crypto-monnaies après 6 ou 8 semaines consécutives de hausse. C'est normal, aussi violente soit-elle, et croyez-moi, ça joue systématiquement avec mes sentiments, même si je suis habitué encore et encore à ces mouvements. Faut être quand même capable de préciser certains points. En 2017, le top de Bitcoin, la plus haute valeur qu'il avait jamais atteinte, était en fin d'année, et en 2021, c'était également en fin d'année. Certains disent donc que si on a déjà eu le top de Bitcoin sur un décembre 2024, c'est qu'on ne verra pas de plus haut dans les prochains mois. Je suis un petit peu plus mitigé sur cette question, dans le sens où Bitcoin a également tapé des records qui sortaient un petit peu des cycles habituels, comme par exemple le record d'ATH, donc la plus haute valeur qu'il n'avait jamais atteinte, qu'il a brisé en février, plusieurs mois avant le halving day. Bref, selon le calendrier qui était habituel et que les gens suivaient dans le monde des crypto-monnaies, son comportement est bien différent depuis que la finance institutionnelle est rentrée dans la partie. Bref, quoi qu'il arrive, et le point qui est intéressant ici, c'est de le rappeler, encore plus pour les débutants. C'est pour ça qu'on vous tanne encore et encore pour vous dire quand des profits se présentent à vous, il faut être capable d'en acheter. Et c'est pas forcément juste pour enregistrer de la plus-value, mais c'est tout simplement parce que déjà, oui, c'est possible qu'on ne revisite pas de plus haut, et donc si on n'est pas capable de saisir au moins une partie de son profit quand il se présente à nous, peut-être qu'on n'en aura plus l'occasion, mais c'est aussi et surtout parce que ça permet de générer de la liquidité, du cash. Cash qui permet aujourd'hui, quand on a été revisiter des valeurs un peu plus basses, de se repositionner et de rentrer sur certaines crypto-monnaies qui étaient dans des prix beaucoup trop hauts ou dans des phases de surchauffe au niveau de leur prix qui ne nous avaient pas simplement donné de bons points d'entrée. Le fait d'être capable justement de prendre des profits, ça permet également d'être plus calme. Parce que oui, on voit son portefeuille dévissé, oui, on perd beaucoup d'argent quand on compare à la valeur que nous avions hier, mais on sait également quelle partie on a sauvegardé. On sait également qu'on a déjà, entre guillemets, sécurisé une partie de son portefeuille. On est donc beaucoup plus serein, beaucoup plus réfléchi, on peut appliquer une stratégie avec la tête froide et faire beaucoup moins d'erreurs que si on agissait sous le feu de ses biais cognitifs ou dans l'euphorie du moment. Et naturellement, si les crypto-monnaies repartent à la hausse, c'est là où certains débutants, qui n'avaient pas pris de profit et qui n'ont pas pu recharger à la baisse, seront déçus de leur performance, puisqu'ils auront simplement retrouvé une valeur qu'ils avaient dans le passé. Alors que ceux qui ont pu recharger seront de nouveau en profit et recommenceront à se préparer au pire. Encore une fois, l'investisseur un peu plus expérimenté va essayer de garder la tête froide et imaginer le pire en essayant de l'éviter, alors que le débutant, lui, n'aura pas d'autre option que d'attendre et de prendre encore plus de risques pour espérer revenir dans une position où il aura généré suffisamment pour sécuriser son portefeuille. Bref, tout ça pour vous dire que Noël restera agité, mais je pense que 2024, c'était la base, le contexte d'une pièce de théâtre qui va être jouée en 2025 pour les crypto-monnaies. En effet, ça ne veut pas dire que certaines crypto-monnaies iront revisiter un plus haut, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il y a de grosses opportunités à saisir sur les 12 prochains mois. Ça n'enlève rien à la prudence qu'il faut avoir et il faut rester modeste face au marché, qui se professionnalise de plus en plus avec des personnes qui ont des stratégies très carrées. Et si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre gestion et dans votre méthode, et surtout si vous voulez jouer le court terme, car sur 3, 4, 5 ans, ce ne sont pas les mêmes enjeux que ceux que vous allez chercher si vous essayez de faire du profit sur quelques mois, à ce moment-là, les investisseurs crypto vont jouer sur un marché où il y a des professionnels de l'investissement et où naturellement les règles vont évoluer par rapport à ce qu'on a connu en 2021 et en 2017. C'était Asher, j'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, Noël risque d'être agité. Je communiquerai avec vous sur YouTube mais également sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, déconnectez un petit peu, essayez de vous reposer et on se revoit dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Au revoir et passez de bonnes fêtes.